Laurent, ce soir je vais vous parler des jumping rooks. C'est un problème d'algo que j'ai trouvé sur HackerRank. Donc je l'ai résolu la semaine dernière et je l'ai trouvé intéressant parce qu'il y avait pas mal d'approches, des solutions assez naïves qui ne fonctionnaient pas. Donc le problème a l'air simple a priori, mais vous allez voir qu'il n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. Donc je vais commencer par vous présenter le problème. Puis ensuite, je vais montrer quelques méthodes assez naïves qui fonctionneraient sur des machines de Turing non déterministes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une machine de Turing non déterministe, c'est une machine qui a de la mémoire à l'infini, qui a un nombre de cœurs à l'infini, qui peut forker de façon gratuite. Donc en pratique, c'est pas ce qu'on a dans le commerce. Et donc c'est pour ça que les solutions que je vais vous présenter là ne fonctionnent pas avec nos machines actuelles. Mais on a de la chance parce qu'il existe d'autres algos qui permettent d'arriver à nos fins. Donc on va commencer par la présentation du problème. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un plateau d'échecs de taille n par n. Donc n pouvant aller jusqu'à 50. Donc ce n'est pas un vrai plateau d'échecs. On va nous demander de placer 4 tours, des tours d'échecs, donc elles se déplacent de façon verticale ou horizontale, et on a des obstacles sur nos plateaux. Donc là, sur le premier ASCII art très réussi, les petites croix représentent les obstacles et les points représentent les cellules disponibles. Donc, non, pardon, c'est pas ça. Les dièses représentent les obstacles et les points représentent les cellules disponibles. Donc, en fait, tout ce qu'on nous demande de retourner, c'est le nombre de tours qui se mangent entre elles. Deux tours se mangent entre elles si elles sont sur la même ligne ou sur la même colonne et qu'il n'y a aucun obstacle ou aucune tour entre elles. En réalité, sur HackerRank, le problème est légèrement différent. Deux tours qui ont une tour entre elles se mangent également l'une et l'autre. Et ça change en fait la solution. Donc là, je vais vous présenter le problème alternatif. Comme ça ne va pas vous spoil le problème sur HackerRank. Mais la réalité, c'est que j'avais mal lu l'énoncé au début et que je l'ai résolu comme ça. Donc ça arrange tout le monde. Et à la fin, je vous donnerai quand même des pistes pour le problème original. Donc là, on a 3 plateaux. Avec n la taille du plateau et k le nombre de tours à placer. Et à chaque fois, je vous ai donné la réponse avec un exemple de placement de tours. Donc si tout le monde est convaincu si tout le monde a compris le problème et est convaincu que ce sont les bonnes solutions. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, une première méthode assez simple, ça serait d'énumérer toutes les dispositions de 4 tours possibles sur le plateau. Donc si on note F, le nombre de cellules accessibles, où il n'y a pas d'obstacle, et K, le nombre de tours à placer, ce qu'on doit générer, en fait, ça ressemblerait un peu à l'ensemble des nombres binaires ayant K1 de taille F. Donc, on sait qu'on ne doit placer que 4 tours, donc on aura au plus K1. Donc ça revient en gros à générer la somme des I parmi F pour I allant de 1 à K. Donc si tu veux, la notion de combinaison est claire pour tout le monde. C'est le nombre de permutations dans un ensemble. Bon, vous devriez savoir ce que c'est. Donc ça fait beaucoup pour un plateau de taille n. On verra tout à l'heure à peu près combien ça fait. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin des permutations où il y a moins de 4 tours, parce que tant qu'on n'a pas mis nos 4 tours, ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, on peut générer moins de nombres que... donc en fait, la complexité qu'on voudrait avoir, c'est celle-ci, K parmi F, et pas la somme des I parmi F pour I allant de 1 à K. Pour ça, en fait, on peut générer nos nombres d'une autre façon. J'ai trouvé un post sur Stack Overflow assez intéressant qui explique comment faire. En fait, ça se base un peu sur le principe du code Gray. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros une façon de compter pour n'échanger qu'un seul bit à la fois. Et donc, en fait, que je vous invite à aller voir sur Wikipédia, code Gray. Alors, comment on clique?
échappe. Ok. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, non, ça ne fonctionne pas. Bon bah c'est pas grave. Bon bah je vous laisserai les slides. Enfin le, le post est vraiment très bien rédigé, donc si à partir des slides vous pourrez aller le voir. Comment je remets Donc je vous invite à aller voir le lien et à aller lire le post. C'est très bien expliqué, il n'est pas très long. Il y a même le code qui l'implémente et vous pouvez le lancer et tout. Donc en fait ça sert à rien qu'on aille le voir ensemble. J'ai juste passé mon temps à lire le post, donc c'est pas plus intéressant que ça. Mais ça nous permet de générer moins de nombres. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, l'essentiel, c'est de pouvoir passer d'un nombre à l'autre en ne déplaçant qu'un seul bit, c'est-à-dire en ne déplaçant qu'une seule tour. Du coup, on peut se servir de l'état des collisions de tours de l'état précédent. Parce que si on doit changer plus d'un bit, c'est-à-dire qu'on doit recalculer plus de choses, et au final, ça correspond à générer les nombres avec moins de K1. Mais en fait, c'est un peu bête de générer tous ces nombres-là, parce qu'on peut se dire que la solution optimale, c'est 0. Et si c'est 0, bah, on peut arrêter de placer des tours dès qu'on a atteint une collision et déplacer la tour qui a introduit la collision. Donc en fait, on va faire du backtracking. Et ce qu'on va faire, c'est que, en fait, si on réfléchit un peu, à chaque fois qu'on place une tour, au maximum, je vais créer 2 collisions. Une de façon verticale et une de façon horizontale. Parce que si je place une tour entre 2 tours, ça va créer, enfin il y aura une collision avec la tour du dessus et la tour d'en dessous, mais ces 2 tours-là ne seront plus en collision, donc on n'aura introduit qu'une seule collision. Donc par ligne ou colonne, on introduit au maximum une collision. Donc la réponse maximale, c'est 2 fois le nombre de cellules, je me suis trompé d'ailleurs, c'est 2 fois le nombre de tours à placer. Donc on va aller donc ligne 0, on va backtracker, on va essayer de backtracker avec max collision qui part de 0. Et si on trouve une solution, bah, on la retourne, sinon on va mettre une limite un peu plus loin. Donc là le code, bah, c'est juste je place des tours et dès que j'atteins le nombre de collisions max collision, je retourne fausse, je n'ai pas trouvé de solution. Mais si jamais j'ai réussi à placer mes 4 tours, bah, tout se passe bien, je retourne vrai et on a notre réponse. Donc là, j'ai un petit exemple. Donc là, c'est le plateau tout simple où on a un plateau de 3 par 3 où toutes les cellules sont vides. Les 0 représentent pas de tour et le 1 représente il y a une tour. Donc là, on a généré 10 nombres, alors que si on avait fait le brute force un peu bête, on aurait généré 3 parmi 9, 3 parmi 9 nombres, 9 étant le nombre de cellules vides et 3 étant le nombre de tours à placer. Donc, si quelqu'un sait combien ça fait, moi je sais. Ça fait 84. Donc, en fait, on a généré à peu près 8 fois moins de nombre. Et là, et encore là, on est sur un plateau très petit. Donc, sur les plateaux de taille 50, on gagne énormément de temps. Mais en fait, qu'en est-il de la complexité? En gros, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est comme le brute force, sauf qu'on va éliminer les branches dans lesquelles on aura beaucoup trop de collisions. Mais en fait, on va rappeler l'algo de génération de nombres du brute force autant de fois qu'il y aura de nombres. Donc en fait, au final, la complexité a l'air plus terrible que tout à l'heure, mais en pratique, ça se passe mieux. Donc là, on va parler un peu du test des collisions. En fait, on peut le faire avec des bitwise. Donc là, je vais faire un truc un peu interactif. Alors, donc, on va représenter les tours qui sont déjà sur le plateau dans notre nombre B. Donc en fait, il y aura un 0 pour dire il n'y a pas de tour et un 1 pour dire qu'il y a une tour à tel emplacement sur une ligne ou sur une colonne. O, ça sera la représentation des obstacles sur la ligne sur laquelle on travaille. Et R, ça sera la représentation de la tour qu'on souhaite ajouter. Donc, est-ce que quelqu'un sait comment on récupère le bit 7 de poids faible dans un nombre? Ouais.
1 bit shift 7. Ouais. Il y a plus simple. On utilise un masque, Ok, lequel? on fait un end. De quoi et quoi? Parce que là, tu cherches le 1 de poids faible, mais tu sais pas où il est. Enfin, par exemple, si j'ai 0, 0, 1, 0, enfin 1, 0, 1, 0, tu veux retourner 0, 0, 1, 0. Mais Ah, d'accord. celui de poids faible, tu ne l'as pas. Non, enfin, je pense que ta solution a l'air de marcher. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, j'imagine que ta solution elle dépend aussi de la taille du nombre. Enfin, de la taille en bits du nombre. Ouais. Alors, en fait, ce que tu peux faire, c'est prendre ton nombre, faire un et binaire de la négation de ton nombre. Donc, en fait, la négation du nombre, c'est le twos complement du nombre. Et ça va... bon, ok. Je vais juste vous donner un exemple. Là, par exemple, on a 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc, en prenant le twos complement, on aura sur la partie gauche exactement l'inverse, enfin l'inverse des bits de x, sauf pour celui de poids faible. Et en faisant le et, bah, ça sera le seul qui restera. Donc ça c'est un truc assez pratique à connaître. Donc dès qu'il faut faire des masques où on veut récupérer le bit de poids faible et tout, bah, c'est bien de connaître la formule. Donc voilà. Ensuite, comment on fait pour ajouter une tour sur une ligne ou sur une colonne? C'est très simple. Bah, on prend notre nombre qui correspond à notre tour et le nombre qui correspond à la ligne. On fait juste un ou binaire. Alors là, on va tester les collisions. Est-ce que une tour, si la tour que je vais ajouter va rencontrer une autre tour? Donc en fait, le problème devient plus compliqué à cause des obstacles. Parce que si deux tours sont séparées par un obstacle, on ne veut pas retourner de collision. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est récupérer l'obstacle le plus à gauche, le plus à droite et le plus proche de la tour qu'on va ajouter. Donc left obstacles. Donc ça va nous retourner tous les obstacles à gauche de la tour qu'on va ajouter. Et ensuite, on va essayer de prendre l'obstacle le plus proche de la tour qu'on va essayer d'ajouter. Donc là, on va utiliser le masque que je vous ai montré au début. Donc x et non x. Attendez, pardon, mais c'est x et moins x. Donc le slide est faux, je le corrigerai. C'est x et moins x. Ok, donc ici aussi la faute s'est répétée, donc c'est un moins avant left obstacle. Et enfin, bah, là, on aura en fait un masque qui nous donne l'obstacle le plus proche de la tour qu'on va ajouter. Et tout ce qu'on doit vérifier maintenant, c'est est-ce qu'il y a une tour sur le plateau actuellement qui se situe plus à droite que l'obstacle le plus proche de la tour qu'on va ajouter. Et donc ça, c'est fait avec la dernière proposition has collision. Et donc en fait, là, on a testé si on avait une collision vers la gauche. Mais pour tester si on a une collision vers la droite, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on refait la même chose, mais on traque l'état du plateau dans l'autre sens. Donc en fait, on fait un reverse du nombre binaire. Et on le traque comme ça et ça se passe bien. Mais en fait, je vous ai dit tout ça parce que j'ai trouvé ces masques un peu rigolos, mais ils ne servent absolument à rien. Il y a une façon plus simple de le faire et plus claire que je vais vous montrer juste après. Donc avec ces trois méthodes, on se demande combien de temps ça prend sur une machine disponible dans le Coperce. Donc là, c'est vraiment des calculs très grossiers. Donc c'est de grosses approximations. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, le calcul que j'ai fait, c'est juste sur une machine avec un cœur à 1 GHz. Si j'ai ce nombre d'instructions-là, combien de temps ça me prend? Donc ça prend beaucoup de temps. Mais même si vous avez 8 cœurs avec, je sais pas, 6 GHz de fréquençage et tout, ça n'existe pas. Ça prend beaucoup trop de temps pour une durée de vie humaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ce problème, c'est un problème de graphe. Du coup, on va le résoudre intelligemment avec ce qu'on connaît dans la littérature et des algos un peu bâtards sur les graphes. Donc là, je vais vous montrer une façon plus intelligente et plus claire de tester les collisions. On va juste, en fait, à chaque fois qu'on rencontre un obstacle sur une ligne ou sur une colonne, on va dire que ça crée une nouvelle section de la ligne, une sous-section de ligne. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de compter le nombre de tours sur chaque sous-section de ligne ou de colonne
Et ensuite, on applique la petite formule au-dessus, là. Donc, on retire, on fait le nombre de tours sur ma sous-section, moins 1. Et ça, c'est le nombre de collisions qu'il y a sur cette sous-section-là. Alors, ça n'a pas l'air d'être très clair. Donc, on va prendre la première ligne. Sur la première ligne, on voit un A, un B et 2 D. En fait, sur la première ligne, on a 2 sous-sections. On a la section A et la section 2. Et si on place des tours sur un A et un B, eh bien, on aura 2 tours dans la sous-section A, dans la sous-section 1, pardon. Et donc, les collisions qu'on aura, bah, ça sera 2 moins 1. Donc, on a une seule collision qui est bien la collision entre nos 2 X. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où je calcule mes collisions avec la formule que je vous donne. Et à la fin, on trouve bien 3 collisions. Donc c'est bien les collisions qu'on a. Donc les 2 collisions à la verticale et la collision à l'horizontale sur la première ligne. Donc pourquoi je vous dis tout ça? On va maintenant en fait utiliser ces sous-sections pour construire un graphe de dépendance. Et donc en fait, ce graphe de dépendance là correspond à ce plateau là. Donc en fait, chaque nœud va correspondre à une sous-section. Pardon. Chaque nœud va correspondre à une sous-section. Et donc en haut, on a nos sous-sections de lignes et en bas, on a nos sous-sections de colonnes. Et chaque edge, enfin comment on appelle ça déjà, chaque arc sera en fait une cellule dans le plateau. Donc là, on a, je crois, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 10 cellules de disponibles. Et ici, on a 10 arcs. Donc la résolution de ce problème, à quoi revient-elle? Ça serait en fait de trouver ça serait en fait de minimiser la fonction juste au-dessus là. Donc en fait, c'est la même que j'ai adaptée avec la notation nœud et arc. Minimiser cette fonction de façon à pouvoir sélectionner K arc. Donc en fait, on va déjà résoudre un problème intermédiaire et ensuite on reviendra sur ce problème. Vous me direz, ça fait 2 fois que tu changes de problème parce que le problème est trop compliqué. Mais non, cette fois-ci, on résoudra bien le problème en résolvant le problème de maximum bipartite matching. En fait, ce problème-là d'algo, c'est en gros, on a un graphe bipartite, donc c'est un graphe qui peut être colorié avec 2 couleurs. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on a 2 ensembles de nœuds et dans chaque ensemble, tous les nœuds ne sont pas connectés entre eux. Enfin, aucun nœud n'est connecté avec un autre nœud du même ensemble. Donc là, nos 2 ensembles, c'est les sous-sections de lignes et les sous-sections de colonnes. Ok, alors là, c'était juste un exemple de calcul de coût. Donc, si on sélectionne ces 4 edges-là, bah, le nombre de collisions, c'est 3. Ok, donc la solution au problème de maximum bipartite matching, ça pourrait être ça. Donc, en fait, la solution, elle ne peut pas dépasser le nombre de nœuds le nombre de nœuds dans chacun des ensembles. Donc au plus, on aurait pu trouver 4. Là, on a de la chance, on a trouvé 4. Donc en fait, on sait qu'on peut poser 4 tours sans que ça ne nous coûte, une collision. Enfin, c'est compliqué les négations. Vous m'avez compris. On peut poser 4 tours de façon gratuite. Alors, comment on trouve ce maximum bipartite matching number? Alors, il y a 2 algos. Enfin, je vais montrer 2 algos très rapidement. Déjà, on peut faire un Ford-Fulkerson. Donc ça, c'est un truc que vous verrez au second semestre pour ceux qui sont en ingénieur. C'est en gros, on a un graphe et on a une source et un puits. Et on va essayer de trouver le flow maximal. Le flow maximal, c'est en fait la capacité la capacité qu'on peut faire passer d'un côté à l'autre. En fait, oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'en fait, chaque arc a une capacité maximale. On essaye de faire couler de l'eau et on essaye d'en faire couler le plus possible. Et il y a un algo qui permet de résoudre ça de façon assez bien. Donc en fait, la complexité du truc, ça serait nombre d'arcs au carré fois le nombre de nœuds. Et dans notre cas, bah, ça serait le nombre de cellules vides au carré fois la taille du plateau. Donc, je vous invite à aller voir sur Wikipédia ou à attendre le second semestre
pour voir à quoi ressemble l'algo. Mais en fait, si vous attendez le second semestre, vous n'apprendrez jamais l'algo parce que c'est avec. Non, il ne faut pas cracher sur les profs. L'autre algo, c'est Hopcraft-Carp. En fait, dans le cas d'un graphe biparti, on peut aussi le faire avec cet algo, ça fonctionne bien. L'idée, c'est qu'en fait, on va partir de tous les nœuds qui n'ont pas été matchés à gauche, et on va essayer de trouver un chemin augmentant qui va nous donner plus de matchs. Et donc, je vous invite à aller voir l'article Wikipédia qui explique, enfin qui donne une implémentation du truc. Elle fait 10 lignes et elle fonctionne. Elle est très claire. Donc là, en fait, la différence en complexité, c'est que le nombre de vertices, on a mis une racine, dessus. Voilà. Et donc, alors, pourquoi je vous dis tout ça? À quoi sert le maximum matching dans notre problème? C'est que ça va nous donner déjà le nombre de tours qu'on peut poser de façon gratuite. Et ensuite, vous me direz, mais si le nombre de tours à poser est plus grand que ce nombre-là, comment on fait? Eh bien, en fait, là, on peut calculer en temps constant le coût des tours qui nous restent à placer. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire en temps constant, calculer le coût des tours qui nous restent à placer? Donc, disons si max match c'est 4 et qu'on veut placer 6 tours. Ok. Ouais. Comment? Le nombre de liens au-dessus de 1 qui sera actif dans une node sur le set ABCD. Alors, j'ai pas compris, excuse-moi. Si jamais D avait 2 liens activés, ce serait un coup de 1 et ainsi de suite. Enfin, Alors, ok. je crois. C'est ça? En fait, tous les arcs, on peut sélectionner un certain nombre d'arcs à coût de 1. Donc, par exemple, l'arc entre 2 et D, si on le prend lui, ça va nous coûter une collision. Mais tous les autres arcs, si on les prend, ça va nous coûter 2 collisions. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de compter le nombre d'arcs qu'on peut sélectionner à un coût de 1. Et tous les arcs suivants qu'on prendra nous coûteront 2 collisions. Et les arcs qui coûtent 1, ce sont tous les arcs qui sont connectés à un nœud qui n'est pas encore utilisé. Donc là, on sait qu'on a 5 nœuds, enfin on a en tout 9 nœuds, et que le maximum match c'est 4. Donc 9 moins 2 fois 4, on sait qu'il reste un nœud non utilisé. Et donc on pourra placer en plus une tour à un coût de 1, et toutes les tours suivantes seront placées à un coût de 2. Donc après, c'est juste un branchement conditionnel assez simple à faire, et on a notre solution. Donc voilà. En fait, on prend tous les nœuds non utilisés, et ceux-là nous coûteront 1. Et ensuite, tous les autres nœuds, ceux qui sont en noir, là, si on les sélectionne, ça va nous coûter 2 collisions. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va revenir au problème original. En fait, dans le problème original, si j'ai 3 tours sur la même ligne, ça va me faire 1, 2 et 3 collisions. En fait, les tours sur les extrémités vont se collisionner aussi. Du coup, là, si je prends par exemple l'arc 1A et l'arc 3A, ce n'est pas pareil que prendre l'arc 1A et l'arc 3B. Parce qu'en fait, 1A et 3A vont générer plus de collisions que dans l'autre sens. Du coup, on ne peut plus sélectionner les arcs de façon arbitraire en fonction de l'occupation des nœuds. Donc ça nous demande de placer explicitement les tours. Et donc le problème devient un peu plus complexe. Alors, en fait, la solution au problème original, elle ressemble un peu à l'algo de matching en utilisant Fulkerson. Sauf qu'on va mettre des coûts en plus sur les arcs, et on va chercher en fait le chemin minimum, enfin le plus court chemin dans le réseau de flow, K fois le nombre de tours de fois. Et donc si vous faites ça avec un Dijkstra et un tas de Fibonacci, donc allez voir ce que c'est toujours bien. En fait, tout ça, je pense que c'est un peu lié à ce que racontait Vermeil. Donc les problèmes d'algo et tout, c'est des problèmes qui ressemblent à ces problèmes-là. Donc c'est... Non? Ah, c'est plus simple? Ok. Je m'entraînais pour Google en fait, donc c'est dommage.
Ok. Bon bah, mais Dextra, si. Dextra, on peut te demander un Dextra, Vermeil. Oui, voilà. Donc allez voir Dextra et faites-le comme les gens bien le font, avec un tas de Fibonacci. Voilà, c'était tout. Des questions? Ouais. Du coup, tu nous as dit que ça, c'était la solution au problème que tu avais compris. Ouais, Mais le problème d'HackerRank est un peu différent. donc c'est ça en fait. Il faut repartir du réseau de flow de Fulkerson. Pour le problème de HackerRank, Ouais, tu pars de là et je l'ai résolu à la fin. Enfin, j'ai passé les tests. Donc tu pars de là et tu essaies de pousser qu'à fois ton flow en suivant le coût minimal. Donc d'accord. en fait, tu vas placer des poids sur tes arcs en fonction du nombre de collisions que ça pourrait créer. D'accord. Merci. C'est pas un problème. Enfin, il est dans la catégorie des problèmes avancés de HackerRank. Et parmi les avancés, il y a seulement 20% des personnes qui réussissent à le résoudre. Donc, c'est pas un problème facile. C'est l'un des plus durs dans la section graph. Mais si vous y arrivez, bah, ça veut dire que vous aurez appris plein de trucs et c'est cool. Ok, d'autres questions? Bon bah, on va sur HackerRank et on prend un autre problème au hasard et on le résout en live. On fait ça? Merci. Alors